Lecture d'un extrait du livre L'accouchement et politique, fécondité, femmes en travail et institutions, des auteurs Laetitia Négrier et Béatrice Cascalès, paru aux éditions L'Instant Présent dans la collection Sciences humaines, lu par Victorine Meyers. De la maternité au féminisme par Laetitia. J'ai 22 ans lorsque je suis enceinte pour la première fois. Je choisis de mettre au monde mon enfant chez moi et mon compagnon me soutient dans ce choix. Même si nous n'avons que très peu de connaissances sur le sujet, quelque chose nous rend méfiants à l'égard de l'institution médicale. Je sens, sans pouvoir l'expliquer clairement, qu'il y a dans la prise en charge médicale une prise de pouvoir sur les patientes. Durant ma grossesse, mon entourage et ma famille tentent de me persuader d'accoucher à la maternité. Je décide de me protéger, de cesser de les écouter, et si, dans des moments de doute et de peur, je me dis « ils ont peut-être raison ». S'il arrivait quelque chose, et comment je vais faire si j'ai trop mal? Je m'accroche à l'idée suivante. L'accouchement n'est pas une maladie. Ma mère et ma grand-mère ont accouché facilement. Finalement, je finis par accoucher chez moi, accompagnée par une sage-femme. Tout ira très vite. En quelques heures, je passe de la peur à la douleur, à la désespérance, à l'extase, et enfin, à la force inouïe de l'expulsion. Je me sens alors emplie d'une grande force et d'une grande fierté. J'ai l'impression que toutes mes expériences blessantes du passé sont derrière moi. S'ensuit alors la découverte de ma petite, tellement petite condition de femme. Je choisis d'allaiter et de rester au foyer pour m'occuper de mon enfant. Je réalise alors quelle est ma situation, quelle est l'ampleur de mes devoirs, moi, la mère. Je réalise que, en société, ma vie n'intéresse alors personne. Je ressens que la vie d'une femme dans le quotidien et d'élever un enfant n'est pas valorisée. J'ai l'impression d'avoir réalisé, moi, une chose extraordinaire. J'ai fait grandir en mon sein un enfant, je l'ai mis au monde, j'en ai charge d'accompagner un petit être humain au quotidien, et cela n'intéresse personne. Je ne comprends pas. Accablée par la multitude des tâches, allaiter, ne pas dormir, donner de l'affection inconditionnelle, laver, nettoyer, être au service de l'autre, le tout dans la plus grande des solitudes et le mépris total du monde qui m'entoure, avec mon compagnon qui me regarde muté sans comprendre. En dehors du fait de m'occuper de mon enfant, les tâches qui sont afférentes à ma condition de mère n'ont rien d'attrayant ni d'exaltant. C'est par ma condition de mère que je prends conscience de ma condition de femme et de la place de celle-ci dans la société. Je ressens alors la terrible contradiction d'être mère et femme et en même temps la continuité entre ces deux identités en termes d'infériorité de statut social. De n'être rien de plus qu'une mère, rien de plus qu'une femme aux yeux des autres. Le féminisme naît en moi alors comme une évidence, quelque chose comme parce que je suis mère, je n'aurai pas droit à une place digne dans la société. Je rencontre d'autres mères de jeunes enfants et j'en viens à accompagner des femmes dans la conduite de leur allaitement. Ces femmes me racontent leurs histoires d'accouchement. Je découvre alors avec stupeur ce que l'on fait à certaines femmes qui accouchent à l'hôpital. Je ne comprends pas. Je sens pourtant qu'il y a là quelque chose de terrible. Certaines de ces jeunes mères sont anéanties. Au fil du temps, les témoignages se succèdent, de forceps en césarienne. Trop, c'est trop. Il y en a trop. Suis-je à part pour avoir réussi à accoucher sans avoir recours à la médicalisation? Que se passe-t-il? Je lis, me renseigne, m'inonde sous les informations et témoignages. J'attends alors mon second enfant. Je ne suis pas naïve, je sais. Cette fois, je sais pourquoi je veux accoucher chez moi. Mes 2 grossesses et mes 2 accouchements m'ont éveillée à la condition de femme, au manque de soutien social, aux mensonges des magazines féminins, à la solitude, mais aussi à la grande fierté d'avoir accompli à la fois l'acte le plus merveilleux et le plus anodin du monde. Je suis en colère, pleine d'une saine et juste colère. Je décide de me former pour devenir accompagnante à la naissance. Doula. Progressivement, je deviens également militante de l'accouchement respecté.
J'accompagne alors des femmes et des couples qui attendent un enfant. Je les accompagne, quel que soit leur choix pour la grossesse et l'accouchement, en étant présente, quoi qu'il arrive, dans l'écoute et l'apport d'informations. Je baigne alors dans un milieu qui me correspond, où mes collègues parlent le même langage, s'indignent à mes côtés. J'évolue dans un environnement où l'on tente au quotidien de revaloriser la fonction et les compétences parentales. Sortie de ce milieu, je passe un peu toujours pour une sorte d'extraterrestre qui me parle de choses bizarres. Rares sont ceux qui veulent entendre mes histoires de bonnes femmes sur l'hypermédicalisation, car beaucoup pensent que l'accouchement, c'est dangereux. Le militantisme autour de ces questions n'est pas une chose aisée. En devenant doula, je cofonde en parallèle une petite association locale de soutien à l'accouchement à domicile. Cette association a alors pour but de soutenir des femmes qui pratiquent l'accouchement à domicile et en particulier de récolter des fonds pour aider financièrement celles qui sont, pour une raison ou une autre, attaquées dans leur pratique et ont besoin d'un avocat pour se défendre. Lorsque j'affiche ouvertement mon positionnement en faveur de l'accouchement à domicile, de nombreuses portes se ferment autour de moi. Par ailleurs, le travail de sape médiatique fait autour du métier de doula fonctionne particulièrement bien en milieu rural. Il faut savoir qu'à cette époque en France, les doulas sont très mal perçus et que de nombreux fantasmes et propos calomnieux circulent sur Internet au sujet de cette profession. On trouve alors sur le web l'idée selon laquelle les doulas appartiennent à des sectes, ont des rémunérations exorbitantes, alors même que celles qui font tourner les associations professionnelles sont bénévoles et que leur tarif à l'heure pour accompagner des femmes est équivalent à ceux du service à la personne. De plus, il est souvent reproché aux doulas de ne pas être formés, reproche qui nie justement les efforts faits par certaines associations qui proposent des formations spécifiquement centrées sur l'écoute, le soutien affectif et des connaissances en physiologie. Ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que d'une part, les doulas ne sont pas formés par des médecins ou du personnel médical ou soignant, et que d'autre part, leur qualification n'a pas de reconnaissance d'État. Le mouvement souhaite s'inscrire dans le champ professionnel du service à la personne non médicale, dans le soutien émotionnel et l'apport d'informations, et n'intervient jamais sur des questions d'ordre diagnostique ou thérapeutique. L'association Doula de France, par exemple, a mis en place en 2008 une charte qui définit les contours de la profession, permet de l'inscrire dans la légalité française et soutient par ailleurs l'idée d'une formation entre pairs qui garantit une certaine forme d'indépendance. Mon parcours m'amène alors à rejoindre l'Institut Doula de France pour y être formatrice pendant 4 ans. Par ailleurs, à force de creuser, je découvre que la question de la prise en charge de l'accouchement fait l'objet d'une lutte fort ancienne, invisible, mais pourtant active. Partout en France, des petits collectifs de femmes, de sages-femmes, parfois même de médecins regroupés en associations œuvrent autour de cette question. Malheureusement, avant l'ère d'Internet et des réseaux sociaux, rien en surface ne laisse transparaître l'existence de cette lutte. De nombreux parents et professionnels engagés dans cette cause subissent des pressions, des radiations et même des menaces institutionnelles. Constatant que malgré l'acharnement de personnes dévouées à la cause depuis au moins 30 ans, les problématiques du droit à disposer de son corps pendant la grossesse et l'accouchement ne sont toujours pas réglées. Et que, d'une manière évidente, la situation ne cesse de s'aggraver. Je décide de me tourner vers des institutions féministes reconnues pour faire éclater au grand jour cette réalité. Je suis à ce moment-là écœurée et je sors d'une période de lassitude face à tout ce que j'ai subi en tant que militante ou vu et vécu en tant qu'accompagnante. Trop de césariennes abusives, d'épisiotomies mutilantes, de chantage affectif auprès des femmes, de promesses de médecins oubliées dès que les premières douleurs de l'accouchement sont exprimées par les mères que j'accompagne. Lorsque je me tourne vers le planning familial, je ressens comme un dernier espoir, le dernier souffle de ma militance, la conviction que là-bas je vais être entendue, accueillie, et que très vite les violences obstétricales faites aux femmes pendant la grossesse et l'accouchement seront dénoncées, et qu'une lutte sans merci, à l'image de celle pour le droit à la contraception, va émerger. Car je sais que de nombreuses militantes de la liberté sexuelle sont aussi des mères.
Je perçois mon entrée au planning comme une stratégie. Faire intégrer la lutte du droit à disposer de son corps pendant la grossesse et l'accouchement au sein d'une institution militante influente pour permettre des actions massives, visibles et efficaces. J'entreprends alors une formation de conseil conjugal et familial au planning familial. Je sais déjà quel sera l'objet du mémoire qui validera ma qualification. Très vite, je parle à mes formatrices, aux salariés et à mes camarades de ces questions. Très vite également, je me heurte de nouveau à l'incompréhension et au regard suspect. Mais je ne lâche pas l'affaire. Parmi toutes les personnes du planning qui viennent un matin se présenter à nous, les stagiaires, il y en a une qui me paraît particulièrement vivante. Son regard et son sourire sont parfois furtivement teintés d'un éclat de folie et d'authenticité qui m'inspire confiance. Spontanément, je me dirige vers elle et lui demande si elle est d'accord pour m'accompagner dans l'écriture de mon mémoire. À ce moment-là, je ne me doute pas que cette rencontre avec Béatrice sera une source intarissable de nourriture, d'inspiration et de stimulation intellectuelle et émotionnelle. Je ne sais pas encore que la dame en a en réserve de l'énergie, de la ténacité et du savoir. Pourtant, le démarrage n'est pas simple. Ma chère tutrice, qui deviendra par la suite ma grande amie, me regarde à son tour comme une femme complètement aliénée par la maternité et tente au début de mon travail de me détourner de mon but avec beaucoup de détermination. Le choix de mon mémoire est-il le bon ? Ne devrais-je pas profiter de cette formation pour gentiment changer de sujet et tourner la page ? Je ne lâche rien de mes idées, de ma lutte, et j'embarque avec moi Béatrice, mon amie féministe, dans les questionnements d'un genre nouveau. Je ne lâche rien de mes idées, de ma lutte, et j'embarque avec moi Béatrice, mon amie féministe, dans des questionnements d'un genre nouveau qui se frottent aux siens, ceux soulevés par les premières, deuxième et troisième vagues du féminisme. Elle devient ainsi une alliée indéfectible et un soutien inestimable dans l'écriture. De cette rencontre, à la fois improbable et évidente, naît enfin mon mémoire, fruit à cet instant de 8 ans de réflexion autour de la question de la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement, dont 4 années d'expérience à écouter les femmes et à accompagner certaines d'entre elles. Chaque histoire entendue résonne encore en moi. Il y a eu des accouchements heureux, d'autres moins. Et puis, il y a ceux dont je n'ai pas pu parler, parce que du domaine de l'indicible, de celui qu'on chuchote, de celui que l'on veut oublier, et dont les femmes refusent, même sous couvert d'anonymat, de témoigner. Je soutiens en décembre 2011. On me dit alors que j'ai fait un mémoire et une soutenance remarquables. Ma formatrice, membre du jury, me remercie d'avoir dénoncé et rendu visibles les violences obstétricales. Pourtant, progressivement, je perçois nettement, par le biais de plusieurs faits concrets, une forme de rejet à l'égard de ce que j'incarne en tant que militante pour l'accouchement respecté. Je réalise alors à quel point il peut être difficile pour d'autres militantes féministes de penser en même temps les droits autour de la contraception et ceux autour de la maternité. La maternité, ce gros mot qui semble si fort s'opposer à ceux de l'IVG, de l'accès à la contraception et de la libération sexuelle, et qui semble provoquer un état de dissonance et d'inconfort qu'il paraît impossible de dépasser. Finalement, il semble impensable de concevoir une lutte commune pour l'accès à la contraception, à l'IVG et à l'accouchement respecté. Malgré ces difficultés, s'embarque avec nous un petit groupe de militantes salariées ou bénévoles des plannings de l'Ardèche et de l'Aude. On fonde un groupe nommé Maternité choisie, dont l'objet est de sensibiliser les militantes du planning aux questions du droit à disposer de son corps pendant la grossesse et l'accouchement. Par ailleurs, mon entrée dans le monde du planning me donne des outils pour mieux appréhender les raisons du malaise que je ressentais depuis longtemps à l'égard des idéologies contenues dans les discours de certains et certaines militants et militantes de la naissance respectée. À force de réflexion, j'en viens à affiner mon raisonnement et à être de plus en plus en mesure d'exprimer mes désaccords. En effet, je suis en porte-à-faux avec celles et ceux qui défendent l'idée selon laquelle la femme et la mère sont sacrées et qui associent le féminin au naturel. De plus, la conviction partagée par beaucoup selon laquelle la militance pour la naissance respectée se doit d'être apolitique me fait bouillonner. J'essaye d'expliquer en quoi le féminin sacré et l'assimilation de la femme à la nature sont des idées dangereuses et opprimantes, et en quoi la question de l'accouchement est éminemment politique. Je ne suis pas entendue, et surtout je suis de plus en plus isolée.
Je ne me sens plus chez moi nulle part. Je m'aperçois que mon parcours de militante de la naissance respectée auprès des féministes et de féministe auprès des militantes de la naissance respectée illustre le clivage entre ces mouvements et leur opposition sur la question de la maternité. Le bien fondé de ce livre s'ancre alors dans mon vécu. Le discrédit et la stigmatisation dont j'ai fait l'objet m'apparaissent désormais comme étant les conséquences que doit assumer toute personne qui tente d'ébranler une cohésion militante bien huilée. Avec Béatrice, nous décidons d'écrire ensemble pour nous donner l'espoir que demain, les femmes pourront mettre au monde leurs enfants de manière autonome, libre et consciente, et pour donner à la lutte contre les violences faites aux femmes de la continuité évidente qu'elles méritent. Du féminisme à la maternité, par Béatrice. Ma rencontre officielle avec le féminisme se fait en 1997, lors de mon entrée en formation du Conseil conjugal et familial au planning familial. 2 ans plus tard, à l'issue de cette formation, présentée comme une formation militante, je suis embauchée par cette même association pour réaliser des interventions auprès des jeunes et des personnes en situation de handicap. Ainsi, c'est d'abord par l'appartenance à ce groupe de militants et militantes, marqué aussi par le lien de subordination du contrat de travail, que je suis rattachée au féminisme. Je le dis comme ça car c'est ce que je ressens à ce moment-là. Même si j'adhère aux valeurs et aux objectifs de ce mouvement, le mot féminisme ne me parle pas, d'autant que je comprends très vite qu'il est parfois utilisé pour justifier de manières d'être ou de faire qui en sont bien éloignées. Je pense aussi que ma relation avec le féminisme est alors corrélée à ma relation à la féminité. Ne m'étant jamais réellement identifiée en tant que fille ou femme, comment aurais-je pu m'identifier comme féministe ? C'était un peu compliqué à expliquer, notamment parce que ça m'avait toujours fait me sentir bizarre et que je pensais que ce bizarre-là ne concernait que moi, qu'il n'avait rien de politique. Mais s'il joue un rôle que je m'approprie pleinement, c'est celui d'intervenante en éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Portée par les valeurs et le projet du planning, je vais à la rencontre des personnes et des groupes avec beaucoup d'enthousiasme et de curiosité. Par la possibilité de travailler avec des publics de tout âge, de tous milieux sociaux et culturels et dans différentes situations de la vie, je réalise un grand voyage à l'intérieur de l'humanité. L'articulation des 2 types d'écoute, collective en animation de groupe et individuelle en entretien de face à face, me permet d'appréhender la réalité tant subjective que sociale dans laquelle vivent les personnes. Lentement, mais sûrement, ma pratique évolue et je me transforme. Je lâche peu à peu la confrontation, découvre les bienfaits et les trésors de la surprise, apprivoise la peur de l'inconnu pour accéder à une qualité de rencontre qui me fait me sentir reliée à moi-même comme aux autres. En comprenant comment les situations sociales d'adolescence ou de handicap, par exemple, peuvent empêcher le mouvement spontané d'autonomisation des personnes, j'identifie aussi les freins qui agissent de façon discrète mais puissante sur ma propre vie. Des questions apparaissent. Comment sait-on qu'on est féministe ? Peut-on être féministe sans le savoir ? Qu'est-ce qui me rattache au féminisme ? Et à quel féminisme ? Ou à quel courant ? À sa parution en France en 2006, je lis « Troubles dans le genre » de Judith Butler. Ce qui se passe pour moi est renversant. Par la nécessaire complexité de ce que j'y comprends et qui éclaire celle de mon rapport à ma propre identité, je me mets à lire en moi-même comme dans un livre. Pour la première fois de ma vie, je me reconnais totalement dans un courant de pensée. Le mot « queer » me fait du bien, comme un point d'ancrage ou un endroit où l'on n'est pas seul. Note, Judith Butler, Le pouvoir des mots, édition Amsterdam 2004, page 18. Le terme « queer », qui signifie « étrange », a longtemps été utilisé pour désigner de façon péjorative les homosexuels. À la fin des années 1980 et au début des années 90, il est repris comme emblème par le mouvement queer, mouvement à la fois théorique et militant. Le queer s'oppose au normal et non simplement à l'hétérosexualité. Le terme vise à rompre ou du moins à perturber les dichotomies comme celles qui opposent l'hétérosexualité et l'homosexualité. L'identité queer n'a donc pas de limite ferme et définie et se caractérise au contraire par sa fluidité, ce qui en fait une sorte de défi à l'identité. Ce terme est pour ainsi dire intraduisible. Fin de la note. J'arrive enfin à penser ce que je suis en relation avec le genre et à ne plus faire comme si je pouvais échapper à cette réalité de l'être, du corps et des relations. Je réussis à m'auto-définir. Je suis une personne en situation de féminité.
C'est en éprouvant de manière concrète, sensible et réflexive l'oppression du genre que je m'inscris à ce moment-là dans le féminisme. Je découvre que le féminisme queer est peut-être celui qui pourra me permettre de penser mon existence de façon plus collective, dans le sens du partage d'une condition féminine qui pourrait échapper à la fatalité d'une oppression. Une oppression qui est aussi auto-infligée par l'illusion de la cohérence et de la continuité de l'identité. J'ai par ailleurs pu constater, depuis mon entrée dans cet univers militant, que le mot féministe est un opérateur de division des personnes et des causes, les deux étant liés. Ainsi, le risque d'être étiqueté non féministe, voire exclu si l'on aborde des questions qui ne sont pas dans la liste officielle, contraception, avortement, violences faites aux femmes, dissuade beaucoup de militants et militantes de sortir des sentiers battus. Si l'on pense aussi aux questions comme la prostitution qui divise les féministes, cela a fait beaucoup de sujets proscrits ou fortement déconseillés. En outre, si tout le monde autour de moi semble penser que le privé est politique, je vois bien que parler de soi ne se fait pas trop. Le temps des groupes de conscience est révolu. Cette autolimitation de la parole me dérange beaucoup. Encore plus dans ce lieu-là, je suis d'emblée interloquée par le silence de la plupart de mes camarades féministes sur leur corps et leur vie sexuelle. Mais je m'obstine à essayer de dire parfois des choses de moi, provoquant la surprise ou la gêne. Ce qui me renvoie encore et toujours une image qui me colle à la peau, femme impudique. Pourtant, il est un sujet que je n'ose pas aborder publiquement et qui semble être réellement intime pour moi, la maternité. En 2001, je démarre une psychothérapie pour arriver à savoir si je veux un deuxième enfant ou non. Et aussi pour pouvoir être une mère suffisamment bonne pour mon fils qui a alors 6 ans. J'entreprends une formidable exploration intérieure qui durera 10 ans. Je ressens et je comprends en moi-même tout ce que parler peut faire. Je deviens donc de plus en plus impudique, car je pense que la pudeur verbale est un sentiment qui sert, sous couvert de respect de l'intimité, à invisibiliser les tabous et les interdits de la parole. Je choisis d'assumer la responsabilité de la mienne et de ses effets sur mon entourage, en parlant justement, car je réalise que parfois, ce qui ne peut se dire ne peut se vivre, et que ce qui peut se dire agit sur nos vies de façon beaucoup plus importante que je ne le pensais. Ce sont donc des préoccupations autour de la maternité et de l'éducation qui vont me permettre de prendre soin de moi. Je mesure aujourd'hui que non seulement je n'ai pas pensé le collectif féministe auquel j'appartenais, où l'on se forme de surcroît au conseil conjugal et familial, comme un lieu de partage et de soutien en la matière, mais que je ne me suis même pas rendu compte que je me sentais seule face à cette mission impossible, être mère. Il faut dire aussi que ces sujets-là n'étaient que rarement évoqués par les féministes de mon entourage qui avaient des enfants. Comme si le pouvoir exorbitant de choisir de donner la vie ou pas, ou le rôle de mère, étaient des choses simples à assumer pour toutes les femmes, et comme si le fait d'être féministe dispensait du besoin d'expression et de collectivisation sur ces questions-là. Progressivement, dans ma pratique professionnelle, je passe d'une vision en négatif de la maîtrise de la fécondité, dans le sens du choix de ne pas procréer, à une approche plus globale de cette composante essentielle de l'identité féminine. Je décide donc de proposer des thématiques ou des mots plus ouverts et je commence à entendre des choses que je n'entendais pas. Il m'apparaît notamment que le rapport entre émancipation et contraception n'est pas aussi simple que je le croyais. Par exemple, en travaillant auprès de femmes en situation de handicap mental, je découvre que la forte incitation à avoir un contraceptif, pilule ou implant le plus souvent, pour être admise dans un foyer d'hébergement, n'a pas grand-chose à voir avec l'autonomie de ces personnes. Le raccourci idéologique, selon lequel la contraception libère les femmes, empêche de s'intéresser réellement à la façon dont celles-ci vivent leur capacité à mettre au monde des enfants, de penser la complexité de la place et du rôle de cette potentialité dans leur existence et surtout d'en faire une préoccupation politique. Cela dit, fin 2010, quand je rencontre Laetitia, je n'ai pas encore tout à fait compris que la maternité est un impensé du féminisme.
Ainsi, lorsqu'elle me demande d'accompagner son travail d'écriture du mémoire de fin de formation au Conseil conjugal et familial, qui portera sur l'hypermédicalisation du suivi de la grossesse et de l'accouchement en France, j'éprouve d'abord une grande surprise, suivie d'interrogations en cascade. Mais qui est cette jeune femme qui ose venir dans ce que j'appelle le temple de la contraception pour parler avec autant d'énergie et de passion d'un sujet qui me paraît incongru? Qu'est-ce qui peut bien l'animer? Pourquoi suis-je aussi étonnée qu'une personne veuille aborder ces questions dans le cadre de cette formation? Et enfin, s'il y avait réellement des abus de pouvoir médical et des violences dans le champ de l'obstétrique, comment était-il possible que je n'en ai jamais entendu parler en milieu féministe? Je dois avouer que c'est cette dernière question qui me conduit à adopter quelque temps une attitude inhabituelle pour moi dans les relations d'accompagnement. Je crois savoir tout de suite ce dont cette personne a besoin, à travers l'expression de préoccupation qu'elle présente comme politique. Très vite, je me mets à imaginer qu'elle a dû vivre des expériences difficiles autour de l'accouchement et qu'il lui est nécessaire d'en parler. Comme si ce privé-là ne pouvait pas être politique. Armée de douceur et de patience, je me dis que si je prends le temps de bien l'écouter, elle cheminera et comprendra par elle-même le vrai sens de sa démarche de formation et fera ensuite le bon choix de sujet pour son mémoire. En même temps, j'aime l'idée de travailler sur une question originale ou marginale et j'apprécie la force de conviction et la grande ouverture d'esprit que je perçois chez Laetitia, ainsi que son culot et son incroyable honnêteté. Probablement consciente qu'une intention particulière non parlée m'habite, elle me demande de préciser mon rôle dans cet accompagnement. Et cette question me perturbe. Je crois que, bien avant de le comprendre, j'ai senti qu'il y avait dans cette rencontre humaine et professionnelle déstabilisante des enjeux qui me dépassaient. Suivent ensuite des temps d'échange très riches, faits d'écoute et de bienveillance mutuelle, qui vont me permettre de retrouver ma naïveté professionnelle. Je m'autorise alors à évoquer mes 2 expériences de grossesse, l'une interrompue volontairement et l'autre menée à terme. Laetitia prend le temps de m'écouter parler de mon accouchement et de mon rapport à la maternité. Je m'aperçois que j'avais mis ces vécus de côté comme s'ils étaient anodins et que je n'avais jamais osé partager mon expérience d'enfantement, peut-être parce qu'elle avait été très positive. Le trouble m'envahit, mais je lui laisse faire son œuvre. J'interroge alors cette mise entre parenthèses, sa signification personnelle et sociale. J'ouvre les yeux et je prends conscience que mon féminisme m'avait divisée. Alors que la femme en moi s'occupait de son évolution et de son émancipation, la mère était cachée, maintenue dans l'ombre. Mais pourquoi donc ? Je vois aussi que Laetitia s'efforce, avec beaucoup de courage, d'être une mère féministe. Un oxymore ? Nous parlons beaucoup et nous rions autant que nous réfléchissons. Je comprends enfin le sens de sa démarche. Agir pour relier les militants et militantes pour le droit à disposer de son corps et de sa fécondité, avec celles et ceux qui défendent la naissance respectée. Un lien intense et profond se tisse entre nous. Je décide de l'accompagner dans cette aventure. Aujourd'hui, cette aventure est aussi la mienne.